Bonjour à vous, bienvenue à notre premier webinaire de l'année. Selon un sondage léger qui a été réalisé pour l'organisme Équilibre, c'est un Québécois sur trois qui est préoccupé par son poids et c'est plus de la moitié qui souhaite en perdre au cours de l'année. C'est pourquoi aujourd'hui, on a eu envie de lever le voile sur le sujet et de parler plus particulièrement du poids santé. Et pour ce faire, j'ai le privilège aujourd'hui d'être accompagnée de Dr. Evelyne Bourgeois-Roy, qui est médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, qui est également auteur de 7 best-sellers, dont certains sont disponibles chez Avril, et qui est également conférencière. Avant de commencer, je tiens également à préciser que si jamais il y a des questions qui vous viennent en tête au courant du webinaire, juste nous les adresser via la petite fenêtre web qui apparaît au bas de l'écran et à la toute fin, une période sera allouée à vos questions. Bonjour Evelyne. Bonjour. Donc, avant d'entamer le sujet principal qui est le poids santé, est-ce qu'on peut faire un survol du poids de façon générale? Oui, ben le poids en tant que tel, c'est ça se réfère au fait de embarquer sur une balance et de voir un chiffre quelconque. Et le poids, ben, quand on embarque sur une balance et qu'on voit un chiffre quelconque, ça nous dit vraiment juste combien on pèse, mais ça ne nous dit pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça ne nous parle pas de ce qui compose ce poids-là. Donc, évidemment, inclus dans le poids, il y a la masse musculaire, la masse maigre, la masse grasse, la masse osseuse, l'eau qu'on contient, qui est contenue dans notre corps. Fait que tout ça fait partie du poids. Puis, ce poids-là, évidemment, est amené à fluctuer puis à varier en fait, au fil de notre vie en fonction des différents facteurs aussi. Oui, tout à fait. Évidemment, ça varie quand on est un enfant et qu'on grandit, mais à partir de la vie adulte, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le poids et que le poids monte ou descende, ça peut toujours être, ou que même que le poids reste neutre, ça peut toujours être plutôt positif ou plutôt négatif, peu importe la direction où ça va. Effectivement, parce qu'en fait, le poids, au même titre que le tabagisme, par exemple, peut aussi être un facteur de risque pour la santé, si je ne me trompe pas. Oui, ça peut être un facteur de risque. Cela dit, c'est pas forcément qu'on est en surpoids par rapport aux normes, qu'on est en mauvaise santé, et ce n'est pas évidemment le contraire. Si on est à poids santé ou selon les normes, où on est un petit peu en dessous du poids visé, ça ne veut pas dire non plus que c'est pas une garantie de santé. Lorsque notre poids n'est pas santé, qu'on soit en dessous ou en dessus, quels sont les facteurs néfastes que ça peut entraîner sur la santé de façon globale? Oui, en fait, bon, le surpoids est associé à plusieurs maladies liées au style de vie. C'est pas, il n'y a pas une corrélation directe. Plus on est en surpoids, plus on est malade d'un point de vue métabolique. Il y a plein de gens qui sont malades en étant sous-poids ou en étant à poids neutre ou à poids standard normal. Mais grosso modo, il y a quand même une association entre le surpoids et les maladies chroniques liées au style de vie. Donc, on parle de prédiabète de type 2, syndrome métabolique, diabète de type 2, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, bien sûr. Plusieurs types de cancers sont associés au surpoids. Inflammation aussi, de l'inflammation pancorporelle, l'inflammation au niveau du cerveau. Donc, ça rentre dans on rentre un peu dans le domaine des troubles cognitifs ou des démences ou même de la santé mentale. Il y en a beaucoup d'autres, mais disons que ça, c'est les plus connus ou les plus prévalents dans la société. Mhm. Puis, de quelle façon est-ce qu'on peut calculer notre poids? Parce que je sais qu'il existe différents outils pour le faire, Pour calculer notre poids santé? pour le mesurer, en fait, pour calculer, oui, exactement. Oui, ben en fait, c'est un peu trompeur, hein, parce que on utilise beaucoup le terme poids santé, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement d'avoir un poids santé? Puis comment on fait pour le calculer ou le mesurer? Il faut savoir là, que avec les outils qui étaient disponibles classiquement jusqu'à maintenant, tu sais, donc, par exemple, une balance ou un gallon à mesurer ou la balance chez le médecin quand on va à notre examen annuel, c'est un estimé, hein, c'est pas super précis. Euh, Quand on fait juste se peser sur la balance, ça ne fait que nous donner un chiffre. Ça ne nous Mhm. dit pas si à l'intérieur, les proportions de muscles, de graisse et tout ça, c'est bon. Donc, si on veut
si on veut savoir est-ce que justement les proportions à l'intérieur de mon corps sont adéquates pour dire qu'on a réellement un poids santé, il faut aller creuser un peu plus loin. On peut trouver des tableaux sur, tu sais, taper ça dans Google, poids santé ou en anglais peut-être, là, mais bon, poids santé. Et il existe des tableaux normatifs, en fait, qui sont souvent basés sur, bon, sont basés sur le sexe, ça c'est sûr. Les hommes et les femmes ne sont pas nécessairement faits pour peser la même chose. Qui sont aussi basés sur la grandeur et qui sont basés, il y a des tableaux qui nous donnent des estimés si on est plutôt à ossature délicate ou moyenne ou grosse ossature, si on est plus musclé, etc. Fait qu'il y a des tableaux normatifs qui peuvent nous donner des indicateurs, mais c'est vraiment juste un peu comme des grandes lignes, c'est pas très précis. On peut aussi y aller avec l'indice de masse corporelle et c'est souvent ce qu'on fait en médecine familiale parce qu'on ne dispose pas nécessairement d'outils plus avancés d'un point de vue technologique. Donc, l'indice de masse corporelle, c'est vraiment grandeur-poids. Et il y a des normes à respecter. Donc, on sait qu'en bas de 25, entre 18 à peu près, là, grosso modo 18 et 24,9, on est dans un poids santé. 25 à 30, on est dans le surpoids. 30 et plus, on est dans l'obésité. Puis après ça, on est dans l'obésité classe 1, 2, 3. Là, ça monte comme ça. L'IMC, c'est approximatif. Encore là, c'est une façon de deviner parce qu'en réalité, ça ne prend pas du tout en considération la composition corporelle. Donc, on ne sait pas si on est très musclé, on va peser plus lourd sur la balance et ça, c'est positif. Si on fait de l'ostéoporose, nos os pèsent moins, nos os sont moins denses, donc on va être plus léger sur la balance et ça, c'est négatif. Donc, les tableaux normatifs et l'indice de masse corporelle, c'est pas très précis. Ça nous donne une idée, mais c'est pas très précis. La vraie façon de connaître son poids santé, c'est vraiment d'avoir des chiffres sur la composition corporelle. On peut s'acheter de nos jours des balances personnelles, des pèse-personnes avec bioimpédance. C'est pas ultra précis, mais c'est déjà plus précis que juste des balances sans bioimpédance. Donc, la bioimpédance, c'est un petit courant électrique qu'on ne sent pas du tout, là, qui passe par les pieds, qui fait le tour du corps, qui revient par l'autre pied. Et selon la vitesse de transmission de ce petit courant-là qu'on ne sent pas, ça peut nous donner un peu une idée des proportions à l'intérieur de notre corps. Mais l'idéal, c'est soit de faire le test avec une balance à bioimpédance de grade commercial où il y a beaucoup de points de contact. Donc, les valeurs que ça nous donne sont plus précises, donc plus fiables. Sinon, on peut demander à son médecin de famille de nous prescrire une lipodensitométrie. C'est pas très bien connu, mais au Québec, c'est couvert par la RAMQ tous les 2 ans. C'est la même chose que l'ostéodensitométrie. Donc, on est couché sur une table, il y a un petit bras qui passe par-dessus nous. Il y a très, très peu de radiation. Ce n'est pas inquiétant de ce côté-là. Et on peut faire ça pour savoir si on a de l'ostéopénie, l'ostéoporose ou une bonne densité osseuse. Mais il y a plusieurs cliniques, pas toutes, mais il y a plusieurs cliniques de radiologie au Québec qui, avec le même équipement que l'ostéodensitométrie, ont rajouté le logiciel qui permet aussi de regarder la masse de gras du corps, le pourcentage de gras dans le corps, le pourcentage d'eau, le pourcentage de masse maigre, le pourcentage de muscle, et de nous dire, ben, est-ce que la masse musculaire et est-ce que la masse grasse et est-ce que la masse osseuse sont dans les normes de santé, oui ou non, ou ben, c'est pas oui ou non, en fait, c'est un spectre, évidemment. Ça, là, ça serait l'idéal. Fait que si on veut faire de la prévention, de la médecine de prévention, puis éviter justement qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'en aillent en surpoids, en obésité et que cela contribue à développer des maladies chroniques liées au style de vie, bien, moi, je trouve que d'un point de vue préventif, c'est idéal d'avoir des bonnes données et de pouvoir en discuter avec les patients par la suite. Puis sinon, à la maison, en fait, une belle façon d'y voir, c'est de mesurer son tour de taille, c'est de toujours un petit peu regarder ses mensurations parce qu'on se compare toujours avec soi-même aussi. Oui, tout à fait. On peut prendre son tour de taille à la maison parce que le tour de taille est très, très corrélé justement avec la mauvaise santé métabolique. C'est un des critères d'ailleurs
de santé métabolique. On peut aussi calculer son ratio tour de taille, tour de hanche. Donc, c'est une autre bonne façon aussi de savoir si, peu importe le poids affiché sur la balance, est-ce qu'on est plutôt dans un indice favorable, neutre ou défavorable à avoir une bonne santé métabolique? Puis, tu parlais justement de santé métabolique à quelques reprises, parce qu'on a beau avoir en fait un poids santé, mais si on n'a pas la santé métabolique également, on n'est pas plus avancé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, c'est un terme qui m'était inconnu là, juste avant qu'on se parle. Oui, tout à fait, tu as bien raison. Écoute, en fait, un poids santé, si on n'est pas en santé à l'intérieur, on n'est pas dans un poids santé. On se leurre de croire ça, de dire, ah, quand j'avais 20 ans, je pesais 150, puis là, aujourd'hui, j'en ai 45 et je pèse encore 150, tout va bien. J'ai un poids santé, donc je suis en santé. Ce n'est pas on peut pas conclure ça juste par un chiffre sur la balance. Donc, la santé métabolique, en fait, ça se réfère à le métabolisme, c'est la façon dont notre corps utilise l'énergie, gère l'énergie, donc reçoit l'énergie qu'on consomme et la gère à l'intérieur du corps à l'aide d'une panoplie, dans le fond, d'hormones, d'enzymes, de transporteurs, de mécaniques. Donc, la santé métabolique, c'est toutes mes habitudes de vie, pas juste l'alimentation, pas juste ce que je mange, ce que je ne mange pas. Donc, alimentation, jeûne, sport, stress, tout ça, tout ce qui a un impact sur la mécanique à l'intérieur qui décide si actuellement on brûle du gras, on brûle du sucre, on stocke du sucre, on stocke du gras. Qu'est-ce qui se passe dans la gestion, disons, de l'énergie dans le corps? Puis, je vous parle d'alimentation, et ça, c'est comme un peu le plus évident. Tu sais, si je mange un repas aujourd'hui, mon corps doit décider qu'est-ce qu'il fait avec les Mhm. nutriments qui rentrent dans le système. Mais il n'y a pas juste ça, parce que si on regarde les autres habitudes de vie qui ont un impact sur la santé métabolique, sur le métabolisme, euh, il y a beaucoup de choses qui ont un impact sur le devenir, sur est-ce que notre corps brûle, est-ce que notre corps stocke, est-ce que notre corps ralentit, est-ce que notre corps accélère sa gestion de l'énergie à l'intérieur. Donc, la santé métabolique, c'est la santé qui s'intéresse à toute la mécanique intérieure de justement la gestion et de la gestion et la dépense, mais la gestion de l'énergie, de ce qu'on consomme et de la somme de nos habitudes de vie, l'impact sur la gestion à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est un Mais qui peu est plus donc clair, d'autant là. plus, qui est C'est d'autant plus bien sûr important un que peu complexe, mais Mm. si on imagine toutes les maladies chroniques liées au style de vie que j'ai énumérées, puis celles que je n'ai pas énumérées, mais mettons diabète, mettons hypertension, mettons surpoids, tout ça a un rapport euh, avec nos habitudes de vie et donc avec comment le corps gère tout ça, puis est-ce qu'il s'en va vers une bonne gestion de l'énergie ou une mauvaise gestion de l'énergie. Mhm. Puis on va y revenir un petit peu plus tard au niveau comme des saines habitudes de vie à adopter, mais de façon générale, avoir un poids santé combiné à une bonne santé métabolique, ça a tout plein d'avantages, ne serait-ce que d'avoir une bonne qualité de vie, ensuite d'éviter les maladies chroniques liées au Oui. style de vie dont tu as fait mention. Et tu mentionnais aussi que c'était 75% des consultations dans le système de la santé qui sont liées aux mauvaises habitudes de vie que l'on a. Puis c'est un chiffre qui est tout de même alarmant quand on y pense. Fait que je pense que de se concentrer tantôt sur les habitudes de vie, ça va être bénéfique. Puis aussi pour vieillir en autonomie, autant au niveau de nos capacités physiques que mentales, je pense que c'est important d'y prêter attention. Et avant justement d'aborder le gros du dossier qui sont les habitudes de vie, j'aimerais avant démystifier avec toi le sujet des régimes. Parce que souvent, quand on parle de perte de poids, surtout dans une période où on est en début d'année puis que là, on veut vraiment y aller à fond là-dedans, les gens tendent vers les régimes, mais malheureusement, en fait, ben, heureusement aussi pour la santé, on va démystifier ça, mais c'est pas recommandé. Pourquoi? Mais quand on parle de régime, là, on parle de régime amaigrissant hypocalorique qui coupe dans les Ouais. calories, hein? Oui, Et exact. ça fait depuis les années 80 que c'est à la mode de faire des régimes amaigrissants hypocaloriques. Donc, on réduit de beaucoup les apports en calories. Traditionnellement, ce sont des régimes
c'est comme un programme dans lequel on s'embarque avec une certaine, soit une durée déterminée, soit un poids magique, un chiffre magique à atteindre. Et le plan de match, c'est de se priver, de couper ses apports en calories, le temps que ça va prendre pour perdre le nombre de livres qu'on veut perdre. Et qu'une fois que le poids est atteint, ben là, on recommence à manger normalement. Ça, c'est le plan de match original. Et c'est ça qui est dès le départ, c'est un mauvais plan de match, mais pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est quand on coupe pratiquement tous les régimes amaigrissants sont basés sur le même concept. C'est le concept que pour maigrir, il faut manger moins, bouger plus et que si on mange moins, ben, on veut manger moins de calories. Donc, toutes les calories sont égales. La clé du succès, c'est de manger moins de calories. Drette là, ça ne prend pas en considération le fait que manger 500 calories de sirop d'érable puis manger 500 calories de saumon, ça n'a pas du tout le même impact à l'intérieur dans la gestion de l'énergie, dans les hormones qui sont déclenchées, les mécanismes qui sont déclenchés. Fait que déjà, ça part sur des bases complètement fausses qu'une calorie, c'est une calorie, puis il s'agit juste de couper là-dedans, puis toutes les calories sont égales dans le fond. Le fait que toutes les calories soient égales puis que c'est une question de couper, ça, c'est une tactique marketing, en fait, de l'industrie alimentaire qui veut mettre la responsabilité sur le dos des gens puis qui dit, ben c'est à vous, là, de manger moins, d'être moins gourmand, c'est à vous de mieux vous gérer dans vos calories, là. Tu sais, nous, on vous offre n'importe quelle calorie, c'est à vous de décider. Donc, il y a ça qui ne va pas, premièrement. Deuxièmement, quand on a une vision court terme de je me prive pendant un certain temps, je vais maigrir, puis après ça, je reviens à la normale, mais votre normale, si votre normale vous a amené à prendre du poids, bien, quand vous allez retourner à votre normale, vous allez prendre du poids. C'est la normale à laquelle il faut s'attaquer et non avoir une pensée, je fais un sprint, je me prive, j'ai faim, j'ai froid, je suis fatiguée, c'est pas grave. Je vais atteindre le poids que je veux atteindre, puis après ça, tout va bien aller. Ça va juste être une question de volonté de me maintenir, mais c'est pratiquement impossible de se maintenir si notre régime, il fonctionne. Ça, les études sont claires là-dessus. Là. C'est comme de l'ordre de 95 à 99 des personnes qui font un régime amaigrissant, hypocalorique, qui reprennent le poids par la suite et qui en reprennent même davantage. Et là, ces personnes-là pensent qu'elles ont manqué de volonté, elles pensent qu'elles ont dérapé ou qu'il y a quelque chose de cassé en elles ou que c'est de leur faute. Et là, elles se repréparent à trouver un autre régime qui peut-être cette fois-ci fonctionnerait, se relancent dans un régime hypocalorique, reperdent du poids. À un moment donné, ça ne marche plus ou on lâche parce qu'on n'en peut plus d'avoir faim. À la faim, c'est un puissant stimulus biologique de survie. On ne peut pas se battre contre nos instincts de survie, tu sais. Fait qu'on se relance dans un régime, à un moment donné, ça ne marche plus ou on lâche, on retourne à notre normal, on reprend tout le poids perdu et même plus. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Pourquoi est-ce que ça fait un effet yo-yo? Bien, justement, la santé métabolique ou le métabolisme nous explique ça. Quand on fait des régimes hypocaloriques amaigrissants, on ralentit notre métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est la quantité d'énergie qu'on utilise juste à exister, juste à respirer, juste à même pas bouger, même pas parler, là, juste penser puis être. Ça, c'est le métabolisme basal. La majorité de nos calories vont là. L'exercice physique, c'est une toute petite portion en comparaison au métabolisme basal. Donc, un régime hypocalorique, ça sabote, ça ralentit le métabolisme basal et ça peut le ralentir de manière un peu irréversible ou de manière chronique, je devrais dire. C'est pas irréversible, mais c'est chronique. Une fois qu'il est baissé, il va rester baissé. Fait De que là, la prise de poids, en fait, qui est engendrée par après. ben, c'est ça, si mon métabolisme de base, il baisse, puis après ça, je me recommence à manger normal, mais mon métabolisme, il est baissé. Fait que juste à manger normal, que déjà la normale qui m'avait donné du surpoids, ben là, j'en dépense moins à exister. La prise de poids est garantie. L'autre affaire à savoir, qui est importante de savoir, c'est que quand on fait un régime hypocalorique, le corps n'aime pas ça. Donc, il va sécréter une hormone de faim qui s'appelle la ghrelin.
C'est une hormone qui nous donne faim parce que le corps ne veut pas, le cerveau, on est le fruit de l'évolution. Le corps, il n'a pas envie d'être en carence d'énergie. Donc, il sécrète des hormones qui nous amènent à manger. Si on était dans un environnement où la nourriture était difficile à trouver, elle serait là, l'hormone, la gréline, elle serait là, mais là, on se trouve dans un environnement où on a faim, puis la nourriture est partout, elle est omniprésente, elle est facile d'accès, elle est abordable. Les collègues ont encore amené de quoi à partager dans la salle commune, etc. C'est très, très difficile de résister à un stimulus de survie quand on est dans une abondance et une Ouais. omniprésence de nourriture. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la gréline, elle va augmenter, donc l'hormone de la faim va augmenter. Et ce que les études disent, c'est que la gréline va rester augmentée par rapport au niveau qu'on avait avant de commencer le régime et va rester augmentée des mois après la fin du régime amaigrissant. Donc, vous terminez votre régime pour X raison, là, puis votre faim, elle est augmentée par rapport à ce que vous aviez avant. Aïe, aïe, aïe. OK, non, je savais pas du tout ça. Oui, Puis, là, on voilà, parle on parle de ces effets néfastes-là, mais là, on n'entre même pas aussi dans le côté des carences en nutriments. On absolument. n'entre même pas qui sont tout aussi problématiques pour le corps, en fait, durant le cadre de ces régimes-là hyper restrictifs. Oui, tout à fait. C'est souvent des régimes qui sont carencés en vitamines liposolubles, par exemple, parce qu'on coupe dans le gras, hein. On sait que le gras, c'est plus riche Mhm. en calories que les glucides ou les protéines. Donc, c'est des régimes typiquement faibles en gras, pas suffisamment riches en protéines pour assurer le maintien de la masse maigre pendant la perte de poids, parce que vous savez, toutes les pertes de poids, que ce soit avec des pilules, des injections, une chirurgie, un régime, du sport intense, du jeûne intense, toutes les pertes de poids entraînent une certaine perte de masse maigre. Mais il y a certaines techniques, approches ou méthodes qui font qu'on perd beaucoup plus de masse maigre que d'autres. La masse maigre, on se réfère à tout ce qui n'est pas du gras dans le corps. Ça inclut la masse musculaire, mais ce n'est pas que la masse musculaire. Donc, là, ça, si on perd ou on diminue notre masse maigre, on ralentit notre métabolisme. Et ça, on se Mhm. tire dans le pied à moyen long terme, en Ça fait. impacte la santé métabolique dont on a parlé tantôt. Et là, si on entre justement dans le vif du sujet, qui sont les saines habitudes de vie à adopter pour, en fait, avoir une perte de poids qui est saine. Donc, si on souhaite perdre du poids, mais de façon, c'est ça, avec des habitudes positives, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, première des choses, là, je dirais de viser le voyage, le parcours, de ne pas se concentrer seulement sur le résultat. Puis on a presque tout le monde qui veut maigrir, ils ont un chiffre magique en tête qui est, premièrement, pas toujours réaliste, hein. Mhm. Et deuxièmement, ce chiffre-là, comme on a dit, ça tient pas en compte la masse osseuse, la masse musculaire, etc. Fait que bon, mais si on est juste, OK, moi, je veux peser 150, je veux peser 150, je veux peser 150, on est trop dans l'atteinte de l'objectif et on n'est pas dans la compréhension de qu'est-ce qu'on doit mettre en place maintenant, mais pour le restant de nos jours, à À long long terme, terme. pour Mhm. favoriser l'atteinte, mais le maintien. Parce qu'atteindre un poids santé ou atteindre un chiffre sur la balance, c'est relativement facile. Je dis relativement parce que je sais très bien que parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui ont fait tous les régimes de la Terre et chez qui ça ne marche plus du tout, du tout. Mais je vous dirais, tu sais, maigrir, c'est relativement facile, hein. Manger de la soupe aux choux matin, midi et soir pendant 2 semaines, la majorité d'entre nous, on va maigrir. Est-ce qu'on va maigrir sainement? Est-ce qu'on va avoir perdu juste de la graisse? Parce Mhm. que c'est ça l'objectif quand on veut maigrir. En fait, on veut perdre la graisse. On ne veut pas nécessairement perdre des livres sur la balance, on veut perdre la graisse. Mais est-ce qu'on va maintenir cette perte-là le jour où on arrête de manger de la soupe aux choux? Donc, il faut viser un parcours, un processus, un cheminement. Il faut viser un changement des comportements qui ont engendré le gain de poids au départ. Fait que, disons, là, pour résumer, on ne vise pas un sprint dans la souffrance, on vise un marathon dans la stratégie puis dans la mise en place de ce qu'il faut Mhm. pour qu'on soit capable Ouais. d'embarquer sur une lancée puis de maintenir cette lancée-là. On doit adopter aussi une alimentation qui est riche en nutriments.
qui a des vitamines, des minéraux, qui a des oligo-éléments, des fibres, qui a des choses qui nous permettent effectivement d'optimiser notre santé parce que ça ne sert à rien d'atteindre un chiffre sur la balance si ce chiffre-là, il fait en sorte qu'on est en mauvaise santé, on n'a pas gagné. Une alimentation riche en nutriments, mais aussi qui nous permettent de sécréter peu d'insuline, peu souvent pendant la journée. L'insuline, c'est l'hormone, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Pour simplifier, là, l'insuline, c'est elle qui va décider, grosso modo, si on est en mode stockage ou si on est en mode déstockage. Fait que c'est très important d'avoir une alimentation qui fait en sorte qu'on ne sécrète pas beaucoup d'insuline et qu'on n'en sécrète pas souvent dans la journée parce que c'est elle qui est l'aiguille qui va dans une direction ou dans une autre. Si on a une résistance à l'insuline qui est bien installée, ça veut dire qu'on est en hyperinsulinémie chronique. Le problème avec ça, là, c'est que même si on fait d'énormes efforts pour maigrir, ça se peut qu'on ne maigrisse pas si on ne s'attaque pas à la résistance à l'insuline parce que la perte de poids, c'est d'abord et avant tout une question d'hormones, ce n'est pas une question de calories au départ. Puis, Donc, rapidement, au niveau de l'insuline, comment est-ce qu'on fait pour calculer si notre taux d'insuline est bon ou est-ce qu'il y a une façon de le faire à la maison ou c'est plus via notre médecin? ça serait via les médecins qui OK. connaissent l'insuline Mhm. dans le domaine de la santé OK. métabolique. Ce n'est pas tous les médecins qui connaissent bien ça. Je ne connaissais pas ça, moi non plus, quand je suis sortie des bancs quand je suis sortie de l'école, quand je suis sortie de ma résidence, je ne connaissais pas ça non plus. Bien connu de tous les médecins certifiés en médecine de l'obésité, bien connu de tous les médecins qui font des habitudes de vie, qui font de la médecine sportive, qui font de la médecine de santé métabolique, évidemment, mais peut-être pas bien connu encore de tous les médecins de famille au Québec. Beaucoup, beaucoup plus connu aux États-Unis, par exemple, l'insulinémie, donc le taux d'insuline à jeun dans le sang, euh, euh, très fréquemment dosé aux États-Unis dans le cadre d'un bilan annuel. Là, on regarde le taux de sucre, on regarde le cholestérol, on regarde aussi OK. l'insulinémie chez nos voisins du Sud. Je pense que ça s'en vient de plus en plus au Québec, mais ce n'est pas d'emblée là, que vous pouvez aller chez votre médecin et que vous pouvez lui demander Mhm. à elle ou à lui de doser votre OK. insulinémie. Donc, il y a des façons indirectes, là, disons, de savoir ça. On s'embarque dans un plus gros chapitre, mais il y a des Mhm. façons indirectes qu'on peut savoir, qu'on peut se douter. Il y a des choses qu'on peut regarder dans un bilan de base normal qui nous donne des indices. Il y a des OK. signes cutanés qui nous donnent des indices si on peut peut-être avoir une hyperinsulémie. Je vous dirais d'emblée que n'importe qui est vraiment en surpoids et qui a énormément de misère à perdre du poids, mais qui prend du poids de même. Donc, la prise de poids vraiment facile et une perte de poids extrêmement difficile, pénible. Jusqu'à preuve du C'est ton contraire, c'est indice. quelqu'un qui a Mhm. une résistance à l'insuline. OK, parfait. Puis dans les autres principes, qu'est-ce que tu nous suggères? Dans les autres affaires, là, pour une perte de poids saine, on vise de ne pas perdre du poids trop vite. On veut c'est correct. On veut que demain matin, on se lève puis on a perdu 50 livres, mais ce n'est pas sain, ça. On ne veut pas aller trop vite, justement pour ne pas atteindre la masse maigre le moins possible. Donc, gros max 2 livres par semaine. Mais si on perd 0,5 livres aux 2 semaines, c'est un énorme succès. Il faut le prendre, puis il faut persévérer. Il faut avoir vraiment une idée qu'on est dans un marathon et que si Mhm. ça va tranquillement pas vite dans la bonne direction, et c'est une question de persévérance rendue là, et il faut être content de ce 0,5-là aux 2 semaines. Donc, ne pas viser la rapidité. Si c'est rapide, c'est temporaire et après, vous allez faire le yo-yo. OK. Une perte de poids, ça, c'est hyper crucial. Si j'avais une chose à souligner 2 fois avec un highlighter jaune, là, à part d'avoir une alimentation qui est faible, qui fait sécréter peu d'insuline peu souvent, la deuxième chose qui est la plus importante pour une perte de poids saine, je dirais, c'est de faire de la musculation pendant la perte de poids dans le but de faire grossir la masse musculaire, dans le but de prévenir la perte de masse musculaire, dans le but d'empêcher le ralentissement du métabolisme basal. Ça, c'est hyper important. De toute façon, les muscles, c'est notre capital longévité, c'est notre capital vitalité, autonomie. On devrait tous viser à augmenter notre masse musculaire. Autre chose,
Je te prends beaucoup de temps, là, mais j'achève dans ma C'est liste. important, Euh, c'est important. oui, pour une perte de poids saine, il faut gérer son stress, il faut améliorer son sommeil. S'il y a le moindre doute qu'on a peut-être de l'apnée du sommeil, allez vous faire dépister. Avant le dépistage pour l'apnée du sommeil, il fallait vraiment aller dormir à l'hôpital. Puis on s'entend que c'est long avant d'avoir sa place à l'hôpital, puis on ne dort pas nécessairement bien parce qu'on n'est pas chez soi. Maintenant, il y a de plus en plus de cliniques ou d'endroits où on peut aller emprunter une machine. On dort chez soi. C'est très fiable. C'est un médecin qui est spécialisé en sommeil. Souvent, c'est un ORL, un neurologue ou un pneumologue qui regarde les données et qui pose le diagnostic. Donc, si vous avez le moindre doute, c'est un immense saboteur de perte de poids. En fait, ça fait Le grossir. Faire de sommeil. l'apnée du sommeil pas traité, ça Mhm. vous met à risque de faire un AVC, une crise de cœur, ça fait monter la pression artérielle, mais ça fait aussi prendre du poids ou du moins, ça sabote tous vos efforts de bonnes habitudes de vie. Donc, hyper Au même titre que important. pas avoir une bonne routine de sommeil puis de pas dormir un minimum d'heures par nuit aussi. Oui, tout à fait. Avoir un bon sommeil avec une bonne hygiène de sommeil, dormir entre 7 et 9 heures de bon sommeil, ininterrompu dans la mesure du possible. Mais oui, Mhm. ça, c'est hyper important. Le sommeil, c'est un gros décideur si oui, le corps accepte de maigrir ou pas. Un gros, gros OK. décideur. Puis, tu Aussi, parlais du stress tantôt, juste faire une petite parenthèse, oui, minuscule là-dessus. oui, le stress. Écoutez, quand on est très stressé, on sécrète du cortisol, entre autres. Le cortisol, c'est une hormone du système sympathique. Donc, c'est une hormone qui nous prépare à nous battre ou fuir, hein, parce que le corps et le cerveau, on est le fruit de l'évolution. Et avant, les stresseurs étaient physiques. C'était quelqu'un qui voulait se battre contre nous, c'était un ours qui nous courait après, ou c'était physique. Donc, le corps humain est fait que quand on ressent un stress, on sécrète des hormones de stress, on sécrète du cortisol. Le cortisol va voir le foie, dit au foie, écoute, on va devoir se battre, on va devoir fuir, prépare-nous de l'énergie rapide, fabrique-nous du glucose. Fait que là, le foie, il dit, pas de trouble, j'ai des réserves. Il prend dans ses réserves, il fabrique du glucose, il largue ça dans les vaisseaux sanguins. Et là, ce glucose-là, parce qu'aujourd'hui, au Québec, en 2024, la majorité de nos stress sont ici. Hein, on a un Mhm. rapport à remettre, on est en retard, on essaie, il y a du trafic. Donc, on n'utilise pas ce beau glucose-là que notre foie nous a préparé avec amour. Il roule dans la circulation sanguine. Le glucose, il roule, il roule, il roule. Personne n'en veut, personne n'en a besoin. À un moment donné, le pancréas dit, ouais, il va falloir que je nettoie ça, moi, là. Il sécrète de l'insuline pour faire disparaître l'excès de sucre préparé par le foie. Mais l'insuline, c'est l'hormone du stockage des grains. C'est elle qui décide si on stocke ou si on déstocke. Et quand on la sécrète, on stocke. Donc, c'est une hormone qui nous fait, le stress, ça nous fait sécréter des hormones qui nous font grossir, mais aussi, on va se l'avouer, quand on est stressé, il y a des gens que ça leur coupe l'appétit, puis il y a des Ouais. gens que ça augmente l'appétit ou Mhm. l'envie de grignoter. Mhm. Et aussi, puis quand on grignote, on s'entend, on ne grignote pas des épinards bouillis, là, tu sais, c'est pas vers Non. ça qu'on a tendance à Ouais. aller. Et l'autre chose aussi, quand on est stressé, ben, notre lobe frontal, il est moins présent. Ça, c'est la voix de la raison qui dit, voyons donc, Evelyne, mange pas telle affaire, t'as pas faim, t'en as pas de besoin, tu es juste Mhm. stressé, t'as pas besoin de manger, tu as besoin de gérer ton stress, tu as besoin de faire des respirations, tu as besoin de faire de la méditation, tu as besoin d'aller dans la pleine conscience, tu as besoin de nommer mais tu n'as pas besoin de manger. C'est pas la nourriture qui Mhm. va gérer ton stress. Donc, ça, c'est un gros saboteur aussi, le stress. Sinon, dans les affaires qui me restent, si on a-tu du temps encore pour que je te Juste prendre un petit 2-3 minutes là, pour les les éléments dernières qui rapides. restent? Oui, attention aux excès d'énergie, hein. Les régimes hypocaloriques qui coupent dans les calories, c'est pas bon pour plein de raisons, mais ça veut pas dire que les calories ne comptent pas. Fait que si on est constamment en train de mettre plus d'énergie dans notre corps que par rapport à nos besoins, peu importe que ce soit, tu sais, un super aliment connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, c'est bio, c'est machin, s'il y en a trop de l'énergie dans le corps, ben le corps, il va stocker. Surtout si on a tendance à prendre du poids dans la vie, ça veut dire qu'on est un bon stockeur et on n'arrête jamais d'être un bon stockeur. Il y a des gens qui sont des moins bons stockeurs, ils grossissent moins bien, mais si on est un bon stockeur un jour, on est un bon stockeur toujours. Donc, trop d'énergie, c'est pas bon pour le corps. Euh,
Si autre chose, si vous vous rendez compte que si vous avez fait tous les régimes dans votre vie, puis vous vous auto-sabotez, entre guillemets, vous persévérez, vous avez de la volonté, puis à un moment donné, vous craquez, puis vous mangez ou que c'est difficile pour vous, vous perdez souvent le contrôle dans vos apports, des crises d'hyperphagie, ce genre de choses-là. Si vous trouvez que vous avez, bref, une relation complexe avec la nourriture, bien là, c'est important d'adresser ça parce que si on a un trouble des comportements alimentaires ou une dépendance alimentaire, une dépendance au sucre, et qu'on n'adresse pas ça, c'est des problèmes qui sont là puis qui ne vont pas disparaître Mmh. magiquement. Il faut les adresser. Moi, dans ma clinique, j'ai des gens qui ont 70 ans passés puis qui ont vécu toute leur vie avec ça et c'est encore là. Ça ne part pas Mmh. avec le temps, donc il faut y voir. Surtout dans une visée à long terme dont tu faisais mention un peu plus tôt, là, c'est hyper important. Tout à Puis, fait. avant de passer à la période de questions, j'aimerais conclure avec d'autres outils ou d'autres petits éléments qui peuvent nous donner un coup de pouce au quotidien pour nous aider à maintenir une perte de poids saine, à commencer par les produits de santé naturelle. Il y en a plusieurs que tu suggères. On va les traiter dans le cadre d'un article résumé du webinaire qui sera publié d'ici la fin de la semaine. Mais si tu en avais certains à mettre en lumière, ce serait lesquels? En santé métabolique, là, mes chouchous, là, disons, moi, je suis pas une pro full supplément, full pilule. Les gens viennent me voir pour que je déprescrive des pilules. Fait que j'ai pas. Je les choisis judicieusement quand je rajoute des choses à mes patients dans mes suggestions. Mais dans mon top 2, disons, j'irais avec le magnésium et avec la vitamine D. Le magnésium, c'est un minéral absolument essentiel à au-delà de 300 cascades métaboliques, disons. Pour faire ça simple, c'est un ingrédient essentiel à au-dessus de 300 recettes dans le corps pour faire des enzymes, des hormones, des transporteurs, etc. Et un rôle très important au niveau de la gestion de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, gestion de l'insuline. Le magnésium a un gros rôle à jouer là-dedans. On est presque tous carencés en Amérique du Nord, selon les statistiques, selon ce qu'on lit. C'est un minéral, en fait, qui peut nous aider à réduire l'anxiété, à mieux dormir. Ça aide pour les crampes musculaires si on en a parce qu'on s'entraîne, parce qu'on sait que la masse musculaire, c'est super important. Donc, le magnésium, ça fait partie de mes chouchous. La vitamine D aussi. La vitamine D est bonne pour toutes sortes d'affaires, dont le système immunitaire. C'est important d'avoir un bon système immunitaire. C'est important pour la densité osseuse aussi. C'est important d'avoir des os solides dans la vie si on veut vieillir en autonomie, vitalité oui, et dans le bien-être. Donc, c'est bon pour toutes sortes de choses, la vitamine D. Mais là, on n'a pas le temps de s'étendre sur toutes les priorités, les bienfaits de la vitamine D. Ça, c'est mes deux chouchous. J'en ai plusieurs autres. J'ai un Ouais. arsenal, évidemment, mais ça, Mhm. c'est mes. Écoute, si vous avez une consultation avec moi puis je ne vous ai pas parlé de ces deux-là, là, j'ai échoué. Puis il y en a plusieurs autres dont on va faire mention dans l'article également qui sera envoyé à tous les participants, les personnes inscrites au webinaire. Il y a aussi des compléments alimentaires qui peuvent nous donner un coup de pouce. Également, là, tu en avais ciblé 4 que tu m'as envoyés. Peux-tu les nommer rapidement? Oui, par exemple, le bouillon d'os, on peut l'acheter congelé, on peut le faire soi-même, on peut l'acheter en poudre. Le bouillon d'os, ça peut être très, très utile, pour aller chercher du collagène, mais aussi pour, si on veut utiliser ça comme pour intégrer le jeûne dans sa vie. On n'a pas eu le temps de parler du jeûne, mais bon, vous savez que je suis co-auteure avec Sophie Roland de Le Grand Livre du jeûne au Québec. Dans lequel on explique en quoi le jeûne est un excellent outil métabolique. Donc, si on veut intégrer le jeûne, ce qui est une excellente idée pour sa santé métabolique et c'est un excellent outil pour la perte de poids aussi pour la majorité des gens, de remplacer un repas sauté par un bouillon d'os, c'est une technique assez efficace. Donc, le bouillon d'os, la poudre de collagène aussi pour tout ce qui est tissu mou, articulation, cartilage, etc. Ça peut être très utile. Ça apporte des acides aminés. Les acides aminés, ben, ça contribue à maintenir la masse maigre aussi. La poudre de protéines, moi, j'aime mieux aller chercher ce qu'il me faut en nutriments dans la vraie Mhm. nourriture. Dans l'alimentation. Toutefois, ce n'est pas toujours pratique ou faisable, ce n'est pas toujours réaliste et c'est important
d'avoir des apports adéquats en protéines dans un processus de maintien d'un poids santé ou d'atteinte d'un poids santé, surtout si on fait de la musculation. Il faut nourrir nos muscles. Donc, la poudre de protéines, ça peut être un outil qu'on peut aller chercher là, selon le contexte. Et il y a le psyllium aussi qui est très utile, par exemple, pour avoir un transit digestif amélioré ou si on veut faire du jeûne, mais qu'on doit prendre des médicaments qui ne peuvent pas se prendre à jeun, bien, on peut utiliser le psyllium et on dit exactement dans le livre, le grand livre du jeûne, on explique comment utiliser le psyllium pour pouvoir prendre des médicaments et combiner avec le Mhm. jeûne. Puis, mis à part ça, il y a aussi des approches complémentaires dont tu faisais mention, qui sont justement d'aller consulter des professionnels de la santé tels que des kinésiologues, aussi des professionnels pour des blessures physiques, que ce soit ostéopathe, physio, chiro, naturopathe, tout ce qui est gestion du stress, aussi la massothérapie. Tu as fait mention tantôt de la méditation, le yoga, qui sont très pertinents. Et le psychothérapeute pour tout ce qui est des enjeux psychologiques reliés aux troubles alimentaires ou aux dépendances sont importants également. Et là, on est à la période des questions. Tantôt, tu parlais justement du jeûne, ça en a fait une petite mention, mais parmi les questions qu'on a reçues, il y a justement une qui porte sur le fasting, qui est une des tendances en ce moment que l'on rencontre, qui est le jeûne intermittent. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Visiblement, oui, tu as écrit un livre sur le sujet, sur le jeûne. En quoi est-ce que c'est bénéfique? Puis comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans notre vie? À quelle fréquence? Oui, le jeûne, en fait, c'est un super outil pour améliorer sa santé métabolique et ou perdre du poids. Le jeûne, là, on ne mange pas. C'est pas du tout la même chose métaboliquement qu'un régime amaigrissant hypocalorique. Les gens pensent que c'est la même affaire, mais la mécanique à l'intérieur n'est pas la même affaire. Quand on jeûne, il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Quand on mange, il y a une sécrétion d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage des graisses. Quand on jeûne, justement, on donne l'occasion à notre corps de ne pas sécréter de l'insuline. Et là, si notre taux d'insuline, il baisse, il baisse, il baisse, bien, il peut s'effectuer une bascule métabolique qui nous permet de là aller puiser dans nos réserves de graisse. Donc, de favoriser la lipolyse, d'aller brûler ce qu'on a stocké dans notre corps qui est là pour être utilisé. Mais quand l'insuline est très haute, la lipolyse est inhibée. On ne peut pas brûler nos réserves. C'est hormonal. On ne peut pas être en train de brûler du sucre et du gras en même temps. S'il y a de l'insuline, c'est qu'il y a du sucre dans le corps. Donc, le jeûne, c'est un outil qui nous permet de faire une bascule, de diminuer son insuline, de renverser sa résistance à l'insuline et d'aller favoriser la lipolyse. Un superbe outil qui est à la portée de la très grande majorité des gens au Québec, des adultes au Québec. Bien sûr, il y a des gens qui ne devraient pas en faire. On explique très bien les contre-indications dans le livre. Toutefois, c'est vraiment très étroit, en fait, les contre-indications à l'utilisation du jeûne. Excellent outil métabolique, excellent outil pour renverser la résistance à l'insuline. Est-ce que c'est une fois par mois, une fois par saison, deux fois par année, globalement? Ça dépend de nos objectifs, OK. mais je vous dirais que c'est un peu comme le sport. En fait, le sport, est-ce qu'on en fait une fois par mois ou est-ce qu'on en fait idéalement chaque jour, tous les jours? Bien, pas nécessairement, mais il faut Mhm. intégrer ça dans notre vie assez régulièrement si on veut obtenir des bénéfices et réobtenir et maintenir ces bénéfices-là. Donc, ça se compare très bien au sport, en fait. Donc, et là, on ne fera pas un cours sur le jeûne à moins qu'on ait plus de temps, mais tu sais, il y a sauter le petit déjeuner, les gens appellent ça le jeûne intermittent. Mhm. Techniquement parlant, ce n'est pas vraiment du jeûne parce que métaboliquement, à l'intérieur, on n'a pas effectué cette bascule de carburant, là. Mais bon, on appelle ça comme ça de nos jours, sauter le petit déjeuner, c'est du jeûne intermittent. Et ça fait qu'on a 2 repas par jour. Parce que les collations en santé métabolique, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de manger plusieurs petits repas par jour parce qu'à chaque fois qu'on mange, on sécrète de l'insuline. Quand on sécrète de l'insuline, on est en mode stockage des graisses et on empêche la lipolyse. On inhibe le brûlage de nos propres graisses. Donc, on ne veut pas sécréter de l'insuline souvent et on ne veut pas en sécréter une tonne à chaque fois. Et donc, sauter le petit déjeuner, ça veut dire qu'après ça, on a 2 repas, le dîner, le souper. Mhm. Ça, c'est bien, c'est un bon départ. Ça, on peut faire ça chaque jour, tous les jours. Il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas dans l'hypocalorie. On étire la fenêtre entre la dernière bouchée du souper de la veille et la première bouchée d'aujourd'hui.
pendant cette fenêtre-là, on ne sécrète pas d'insuline, donc le taux d'insuline peut baisser et là, potentiellement, on peut commencer à avoir accès à nos réserves. C'est un Mhm. peu ça le but. On peut l'étirer aussi, on peut faire des 24 heures. Un 24 heures, c'est de souper à souper. Ça peut être de OK. petit déjeuner à petit déjeuner, mais la plupart Mhm. des gens font de souper à souper. Donc, ils soupent, puis après ça, ils ne mangent plus jusqu'au souper d'après. OK. Ça, on peut faire ça 1, 2, 3 fois par semaine, par exemple. De temps en temps, on peut se lancer dans un 36 heures, un 42 heures, un 3 jours. Tout dépend de nos objectifs, tout Mhm. dépend de nos préférences personnelles aussi. OK, parfait. Puis pour plus d'informations, bien, on va lire ton livre sur le sujet. Mais ça m'étonne, je peux juste faire un petit peu de pouce là-dessus que tu suggères de moins collationner. J'ai toujours pensé que c'était comme bénéfique de toujours comme grignoter un fruit, un légume ou un Oui, fromage entre les repas pour nous garder énergisés, mais finalement, ce pas l'est du tout. peut-être pas. OK? Non, la majorité des gens ne devraient pas collationner, puis j'irais même jusqu'à dire, puis là, ça, lancez-moi pas des tomates, mais j'irais même jusqu'à dire que la majorité des enfants québécois ne devraient pas collationner. C'est pas des bonnes habitudes de manger plusieurs petits repas par jour. Avant, on disait, on l'a dit longtemps, que ça activait le métabolisme, que ça stabilisait la glycémie. Ça Mhm. active, plusieurs petits repas par jour, ça active le métabolisme du stockage des graisses. C'est pas souhaitable. Puis si quelqu'un me dit, ah ben oui, mais moi, ça marche, ça, je grossis pas. OK, mais le poids, c'est un des éléments qu'on C'est ça. regarde, c'est un Mhm. symptôme. C'est pas parce qu'on a un poids qui a l'air d'être dans la norme qu'à l'intérieur, tout va bien. Que notre santé métabolique est bonne. OK, je comprends. Exactement, Mhm. exactement. Donc, l'idéal pour la majorité des adultes au Québec, c'est 2 repas par jour. Wow. À méditer. À méditer certainement. Puis on a peut-être le temps d'attaquer une autre question qui est tout de même majeure et dont plusieurs personnes, j'en suis certaine, se posent. La prise de poids par rapport à la périménopause et à la ménopause. Puis là, ma question, elle est en deux volets. Le premier, c'est est-ce que les changements hormonaux qui entraînent une prise de... est-ce que c'est les changements hormonaux qui entraînent la prise de poids ou est-ce que c'est le métabolisme qui devient plus lent? Fait que c'est la question numéro un reliée à la prise de poids. Bien, c'est un peu la même chose, en fait, parce que la périménopause, c'est une période de grands changements hormonaux qui ont toutes sortes d'impacts, dont sur la santé métabolique, le métabolisme à l'intérieur. On se rappelle que la ménopause survient chez les femmes au Québec en moyenne en 51-52. La périménopause peut commencer à survenir 7 à 10 ans avant la vraie ménopause, la ménopause étant 12 mois consécutifs sans aucune règle. Donc, on le sait juste a posteriori, là, une fois que ça fait 12 mois qu'on n'a pas eu aucune menstruation. Et la périménopause, c'est une période, en fait, où les hormones commencent à ne plus suivre le même cycle que d'habitude. Et c'est surtout la progestérone qui commence à faire un peu n'importe quoi pendant cette période-là. Donc, on peut avoir encore des menstruations extrêmement régulières, tous les mois, 28 jours, par exemple, là, parce que Mhm. ça, c'est les estrogènes. Puis les estrogènes, elles vont quitter le navire tardivement. Mais avant que les estrogènes responsables des menstruations, avant qu'elles quittent le navire, là, bien, la progestérone, qui est l'hormone pro-gestation, le corps, il commence à se dire, ouais, la gestation n'aura peut-être plus, fait que cette hormone-là, on a peut-être moins besoin. Fait que grosso modo, le corps commence à produire moins de progestérone et de manière un peu plus erratique ou irrégulièrement irrégulière. Et ça a un impact, entre autres, sur le métabolisme parce que ça a tendance à favoriser la résistance à l'insuline. C'est d'un point de vue physiologique, pratiquement toutes les femmes qui sont dans cette période vont rapporter un gain de poids au niveau du ventre, au niveau de la Mhm. bédaine. Même des femmes très minces viennent me voir, me disent, moi, là, j'ai toujours eu le ventre plat toute ma vie, puis Mhm. là, il me pousse une bédaine, puis j'ai rien changé, j'ai rien fait. Je dors pas moins, je fais pas moins d'exercice, j'ai rien changé et Ouais. j'ai une bédaine. Ça, c'est l'effet de la périménopause qui augmente, qui vous pousse, qui nous pousse dans la direction de la résistance, d'un accroissement de la résistance à l'insuline. Et donc, la résistance à l'insuline, bien, entre autres choses que ça fait, l'hyperinsulinémie puis la résistance à l'insuline, c'est ça fait prendre du poids, mais ça fait prendre du poids à des endroits qui sont mauvais pour la santé. Donc, Mhm. au Dont niveau de le tour de taille. l'abdomen, dans la Mhm. cavité abdominale, dans les viscères, dans les organes, puis autour des organes.
Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit prendre en considération pour pallier à cette prise de poids-là? Bien, avoir une bonne discussion avec son médecin sur la pertinence de l'hormonothérapie. C'est peut-être pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui en veut ou qui peut, mais c'est très important d'avoir une discussion éclairée, d'avoir des connaissances, de savoir et de pas juste se fier sur nécessairement l'opinion qu'on nous donne, d'aller faire ses propres recherches et de se faire une idée, c'est déjà un bon départ parce que c'est pertinent de se poser la question hormonothérapie ou pas hormonothérapie. L'autre affaire, bon, il y a des produits naturels qu'on peut utiliser, évidemment, périménopause, ménopause. Et l'autre chose à se dire, la meilleure stratégie, selon moi, c'est de se dire, OK, mon seuil de tolérance aux glucides en général, à ce qui fait sécréter de l'insuline, là, mon seuil de tolérance vient d'être abaissé. C'est la physiologie humaine 101. Une femme en périménopause, elle a moins de capacité à gérer dans son corps beaucoup de sources de sucre, de sources de glucides. Et donc, si notre seuil est abaissé, bien, il faut faire plus attention aux habitudes de vie qui ont un impact sur le métabolisme. Donc, moi, je dirais d'y aller d'abord avec une amélioration de l'alimentation et de la non-alimentation, donc manger et jeûner. Ça, Dont c'est on vient de parler aussi, le stopper les collations, et cetera également, là. oui, Mhm. et faire attention à l'alcool. L'alcool, on n'en a pas parlé, mais c'est un immense saboteur de la perte de poids, l'alcool. Donc, de faire très attention à ça aussi. Et autre chose, il y a tous les comportements indirects qui viennent dans le package. La périménopause, je vous l'ai dit, c'est la progestérone qui commence à se détraquer. La progestérone, c'est l'hormone du sommeil profond. C'est l'hormone de la zénitude. Donc, typiquement, les femmes qui viennent me consulter en hormonothérapie me disent, écoute, je me réveille à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Des fois, j'arrive à me rendormir, des fois pas. Des fois, je suis dans un sommeil léger, j'entends tous les bruits de la maison. Ça, c'est typique de la périménopause. Évidemment, on l'a dit, si le sommeil, c'est un pilier. Fait que si on a un Mhm. mauvais sommeil, déjà là, ça va nous faire prendre du Oui. poids. Ça fait sécréter du cortisol, ça donne envie de manger, ça cause du stress. On se sent fatigué parce qu'on n'a pas dormi, on a envie d'énergie rapide. Fait qu'il y a une roue qui tourne là-dedans, là. Mhm. Puis, en terminant, une dernière question pour toi. Quel est le rôle de la génétique sur notre poids? Puis Oui, comment est-ce jusqu'à quel point est-ce qu'on peut renverser ça? Puis est-ce que c'est faisable? écoute, ça fait pas longtemps comme peuple, qu'on est en surpoids ou qu'on a de l'obésité, hein? Ça fait pas si longtemps que ça. Notre génétique, elle n'a pas changé en 100 ans, 150 ans. On a la même génétique depuis des millénaires, tu sais. C'est une question de génétique souvent, mais surtout d'environnement favorable. Et qu'il y a des gens que oui, il y a une génétique, il y a une propension, il y a une facilité. Dans la famille, tout le monde prend du poids facilement, par exemple, par opposition à des gens que dans leur famille, tout le monde est très filiforme, très mince. Il y a une composante génétique, mais elle n'explique pas en soi ce qu'on est en train d'observer dans la société, c'est-à-dire que toute la société n'arrête pas de prendre du poids de plus en plus, y compris nos enfants. Donc la génétique, c'est comme si elle mettait le terrain favorable. Et là, si l'environnement et les habitudes de vie vont dans le sens du gain de poids, bien, la génétique, elle permet que ce gain de poids-là ait lieu. Mhm. Donc, je pense que c'est pas un frein en soi. Il y a très peu, en fait, il y a très peu de vrais problèmes génétiques qui font en sorte qu'on n'est pas capable de perdre du poids. Très, très peu. C'est vraiment pas la majorité des gens. Fait que c'est pas une excuse qui est valable de dire, ben moi, je viens d'un background qui est comme ça. Fait que c'est comme en fait, c'est comme des faux freins qu'on se met sur notre chemin finalement. Ben, oui, mais peut-être qu'on y croit ou peut-être qu'on dit, regarde, dans ma Mhm. famille, tout le monde est en surpoids, mais on ne peut pas distinguer les habitudes de vie familiales non plus. Tu sais, Mhm. la façon de manger, dans une famille, tout le monde mange à peu près pareil. Donc, si tout le monde est en surpoids, Mhm. on sait qu'il y a la capacité génétique à grossir, mais est-ce que l'environnement a quelque chose à voir? Oui, absolument, dans la majorité des Ouais. cas. La cellule familiale ou la cellule sociale. Ça m'amène à te parler rapidement des connexions sociales dans les piliers Oui. importants pour la perte de poids. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est aussi un des piliers de la longévité, d'avoir un réseau de gens autour de soi, d'avoir des gens à qui parler, d'avoir des gens avec qui échanger, d'avoir un but dans la vie, de sentir qu'on contribue, sentir qu'on appartient à une communauté.
Ça, c'est très puissant pour nous amener à maintenir des comportements qui favorisent la santé et qui favorisent aussi la longévité, un vieillissement en santé. Donc, on sait aussi que les gens qui ont, par exemple, une dépendance à l'alcool ou une dépendance au sucre, ont tendance à, quand ils vont moins bien, à se tourner encore plus vers leur drogue de choix, que ce soit le sucre ou la cocaïne, Mhm. et à s'isoler beaucoup. On dit que le contraire de la dépendance, c'est pas l'abstinence, c'est la connexion sociale, la connexion humaine. Et c'est vrai aussi pour le maintien des bonnes habitudes de vie. Il y a des cliniques qui ont testé justement des programmes de perte de poids ou de renversement du diabète de type 2 qui ont remarqué que plus ils entraient en contact souvent avec leurs patients, plus ces patients-là vivaient des succès. Donc, c'est important de se tourner vers les autres, d'aller chercher de l'aide, d'aller dans la communauté, de faire du bénévolat, d'avoir des amis à qui on peut se confier. C'est un des gros piliers, en fait, et c'est non négligeable. Ne serait-ce aussi que juste s'encourager à travers notre Oui, processus, autant de perte de poids que de saines habitudes de vie, de s'entraider là-dedans. Je pense que c'est hyper important, mais c'est une belle façon de conclure positivement le webinaire d'aujourd'hui. Puis, il y a tout plein de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre malheureusement, mais sachez qu'Evelyne prendra le temps de le faire par écrit sur l'événement Facebook du webinaire au cours des prochains jours. Donc, s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et en terminant, Avril vous offre aussi un rabais exclusif de 15 autant en magasin qu'en ligne sur une sélection de produits naturels qu'Evelyne recommande. Là, on a parlé tantôt du magnésium, de la vitamine D. Il y en a d'autres dont on va faire mention dans l'article un peu plus tard. Donc, un courriel avec tous les détails vous sera envoyé en fait au cours des prochaines heures. Et finalement, prenez note que notre prochain webinaire aura lieu le 21 février prochain. On sera en compagnie du naturopathe agréé Dino Alicas et on va parler avec lui de la santé cardiovasculaire. Donc, je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux pour être tenus informés de la période d'inscription. Sur ce, merci beaucoup, Evelyne. Ça a été hyper intéressant. J'en aurais pris encore pour des heures à discuter avec toi. Puis, on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci tout le monde.